On repart sur Vladimir Poutine et Donald Trump qui vont donc se rencontrer sans doute la semaine prochaine aux Émirats Arabes Unis. Probablement. Pour faire le point sur la guerre en Ukraine. Le problème, c'est qu'on doit négocier à trois dans cette affaire. Et que là, il n'y a que les Américains et les Russes. Est-ce qu'il va falloir que Donald Trump pèse de tout son poids sur Zelensky pour que ça aboutisse à quelque chose? Non, mais là, c'est une première phase. Ouais. L'idée qu'avait Donald Trump, c'était je rencontre Vladimir Poutine et ensuite, le lendemain, non, il y aura aussi Zelensky. Et c'est ce que Vladimir Poutine a refusé. Donc, première chose, est-ce que Trump aura la détermination à continuer à imposer la présence, pas ce jour-là, parce qu'effectivement, voilà, c'est les deux grands, on va symboliser l'image de nouveau le dialogue entre Washington et Moscou. Mais après, que toute discussion sur la paix se fasse évidemment en présence des Ukrainiens, voire d'une manière ou d'une autre des Européens. Et c'est là-dessus, ça va être un véritable test pour savoir si Trump a changé. Parce que rappelez-vous, au tout début, janvier, c'est je règle ça en 100 jours, j'envoie Vitkov donc à Moscou. Voire en 24 heures. Voilà, oui, ça c'est pendant la campagne. Ça, c'est pendant la campagne. Voire, ensuite, je fais un plan qui globalement reprend les attentes de la Russie. Trump était absolument scandalisé et surpris que Poutine l'ait refusé. Il l'a dit ouvertement, la Russie pourrait être riche, tellement riche, alors que finalement elle s'enlise dans cette guerre. Donc depuis, il a dit qu'il était déçu par Poutine, sans pour autant dire que c'était un bad guy. C'est un dur, mais c'est pas un assassin. Mais donc il a quand même un peu changé. Donc là, ça va être le véritable test pour savoir s'il a réellement changé et s'il est prêt à maintenir la pression. Alors la pression des sanctions peut être un peu perplexe, lui-même l'est. En revanche, par exemple, il y a d'autres moyens de pression, y compris celle de dire on va donner plus d'armes à l'Ukraine. Ouais. Non pas en les payant nous-mêmes, c'est toujours les Européens qui payent. Son électorat dit c'est pas notre guerre. Voilà, même si l'électorat, mais lui peut dire nous on donne les armes, c'est pas notre guerre, ce sont les Européens qui payent. Je vous fais réécouter Donald Trump hier soir justement. Votre deadline imposée à Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu tient-elle toujours? Cela va dépendre de lui. Nous verrons ce qu'il a à dire. Cela va dépendre de lui. Je suis très déçu. Poutine a dit ce matin qu'il n'était pas enclin à rencontrer Zelensky. Il n'a pas accepté de rencontrer Zelensky pour que vous rencontriez Poutine. Non. Les Russes aimeraient me rencontrer et je ferai tout ce que je peux pour mettre un terme aux tueries. Le mois dernier, ils ont perdu 14 000 personnes. Toutes les semaines, cela représente 4 000, 5 000 personnes. Je n'aime pas les interminables attentes. Je pense que c'est une honte. Bon, et on sent bien que dans cette affaire, ça va être la relation d'homme à homme, Trump-Poutine. Je lis avec vous et je découvre avec vous cet article du Wall Street Journal qui revient justement sur les bisbilles entre les deux hommes. Donald Trump qui espérait énormément de Poutine et qui est déçu. Le Wall Street Journal qui révèle les détails de ses propositions, comment Trump et Poutine ont atteint un nouveau tournant décisif sur l'Ukraine et ce qu'ils pensent l'un de l'autre. En privé, Trump est furieux de ne pas avoir réussi à mettre fin à la guerre 200 jours après le début de sa deuxième présidence. Comme vous le disiez, Marc, il ne l'a pas caché. Trump et Poutine ont eu de multiples appels et transmis de nombreux messages par l'intermédiaire d'intermédiaires, justement. Et puis, les conversations entre Trump et Poutine durent parfois des heures en raison des longs monologues de Poutine. Trump, habituellement impatient et désireux d'intervenir, écoute attentivement. Bon, ça c'est intéressant de lire ça, ou en tout cas fait semblant. C'est possible. Ces derniers mois, le ton s'est refroidi. Un appel téléphonique en juillet a duré à peine 1 heure et manquait de la chaleur habituelle. Tout ça, c'est le Wall Street Journal qui cite des responsables Les monologues américains. de Poutine, témoins du côté des Français, sont redoutables. Des tunnels immenses où il refait toute l'histoire de la Russie et de l'URSS avant d'arriver dans le vif du sujet. Donc ceux qui avaient eu à le pratiquer gardent des souvenirs assez cuisants de ces interminables coups de fil. Alors, cela dit, les médias, petit à petit, commencent à lâcher ce que pourrait être un plan
acceptable ou discutable. Regardez par exemple ce média polonais qui révèle qu'il y aurait un plan en 3 points. Alors quels sont-ils ces 3 points ? On va les découvrir sur les propositions de Trump à Poutine. Une trêve en Ukraine, mais pas la paix. Une reconnaissance, et 4 points même, des acquis territoriaux. Fin des sanctions imposées à la Russie et retour à la coopération énergétique. Parce qu'on parle du business aussi, côté américain avec les Russes. Pas de garantie sur l'arrêt de l'expansion de l'OTAN et pas de suspension du soutien militaire à l'Ukraine. Ça, c'est la contrepartie. Ce serait acceptable, ça, pour tout le monde ou pas ? Oui, en fait, c'est un premier pas. En fait, la trêve, effectivement, c'est ce qui est visé par tout le monde. C'est sur ce quoi les gouvernants s'étripaient. Chacun voulant cesser le feu, mais avec ses propres conditions. Donc là, alors on parle de cesser le feu dans les airs. C'est effectivement quelque chose d'assez vicieux parce que, effectivement, d'un côté, c'est bien parce que la population ukrainienne dans les grandes villes ne serait plus touchée par les bombardements russes, qui ont redoublé, décuplé ces mois derniers. On économiserait des vies humaines, oui. C'est ce que veut aussi Trump. Mais d'un autre côté, quelle est la seule arme pertinente de l'Ukraine ? C'est les bombardements en Russie, mais sur des objectifs militaires. Et si on laisse le front qui est actuellement dans le Donbass, entre les deux armées, continuer à exister, là, il y a quand même toujours une supériorité aérienne locale des forces russes. La preuve en est, c'est que on ne parle pas des bombardements des Russes hier, aujourd'hui, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont lieu sur le Donbass. Ils ont lieu, y compris sur des objectifs, alors que les Russes disent militaires, mais qui sont sur les villes où il y a encore des personnes qui vivent, des civils qui vivent dans ces villes, dans ces fameuses villes comme Pokrovsk,